très fort nos intervenants, ainsi que nos boulangers qui sont là depuis 4 heures pour nous façonner des choses merveilleuses. Et donc là, on était sur la première étape du breakfast. Alors, pour notre prochain débat, donc, nous allons accueillir sur le canapé rouge Dominique Descamps, directeur de l'école de boulangerie et de pâtisserie de Paris. Et il est là. On va se mettre sur le canapé. On va aller sur le canapé. Messieurs, je vous demande de prendre place. Eric Westhofer, venez nous rejoindre également sur le canapé. Et donc Thierry Chiesa de Maison Kaiser, venez également nous rejoindre. Donc pendant ce temps, nos boulangers vont continuer sur la deuxième étape. Donc on va partir sur le lunch, burger sans gluten, des gaufres messieurs et des tartines de campagne. Oui, vous voulez venir avec nous, Guillaume? Là c'est plus facile, là c'est pas tous les micros, là, à mon avis, va monter le micro. Tu m'avais dit qu'à la fin c'est pour ça. Alors Guillaume, venez nous rejoindre pour le débat. On va vous faire une petite place là-bas peut-être. Est-ce que tout le monde a un micro, messieurs? Un pour vous. Vous êtes sûrs? Ah bah oui, c'est le partage aujourd'hui. Alors on est là sur donc... c'est un pro du micro, Gontran, bah oui, évidemment. Donc là, on va parler de la boulangerie de demain. Donc Guillaume, vous nous avez rejoint parce que vous aviez envie de participer au débat sur... forcément, c'est ce que vous êtes en train de nous préparer depuis ce matin, de belles créations pour la boulangerie de demain. On va peut-être commencer avec vous, Dominique Descamps. Vous êtes directeur de l'EPB, c'est-à-dire l'école de boulangerie et de pâtisserie à Paris. C'est ça. Ravi de vous accueillir. Bah, merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci. Quelles sont, selon vous, les différentes formations que l'on peut trouver en boulangerie aujourd'hui? Alors, si vous voulez, les différentes formations, ça renvoie en fait à qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse à des jeunes qui viennent de quitter le circuit scolaire, donc ou là, madame qui est en reconversion, par exemple? Alors voilà, donc les jeunes qui viennent de quitter le circuit scolaire, c'est bien sûr l'apprentissage, avec toutes les possibilités que ça offre. Et puis, comme madame, les adultes en reconversion, puisque c'est le terme qu'on utilise, donc avec des formations qui s'adressent à ces personnes qui sont extérieures au métier, mais Oui. qui souhaitent y entrer. Donc, et on peut également s'adresser bien sûr à des professionnels. Donc là, on ne parle plus tout à fait de la même chose. Il s'agit donc de perfectionnement et de proposer d'autres choses. Ou chez nous, ou sur site, puisque ça peut très bien être revisiter une gamme d'entremets, proposer, n'est-ce pas, à Gontran, tout un assortiment de tartes. Et voilà. Donc ça peut faire partie aussi du type de contenu à proposer en formation. Vous avez fait où votre formation, Gontran? Eh bien moi justement... Déjà dans la famille? Oui, déjà dans la famille. Déjà au départ? Déjà effectivement dans la famille au départ et puis en partie aussi à l'école de boulangerie de Paris. Donc d'accord, c'est pour ça que vous connaissez Dominique, bien. je la connais maintenant depuis maintenant longtemps. C'est un bon élève? Oui. Il l'a prouvé, évidemment. C'est gentil. Et donc effectivement c'était sympa. Enfin, l'aspect de la formation, bon, ça a pas mal changé, je pense. Enfin, c'est vrai que maintenant on a des profils comme les personnes qui sont en reconversion, qui sont des profils très intéressants. Enfin, tout est intéressant à découvrir. Et on voit bien au fur et à mesure du temps que l'amour du métier est vraiment important.
et la transmission est primordiale. Enfin, c'est un travail de. Parce qu'on dit souvent que c'est des métiers difficiles, justement, parce qu'il faut quand même se lever tôt. Enfin, on fait beaucoup d'heures. Oui. Donc, c'est des métiers évidemment de passion. Et quand on n'a pas été baigné là-dedans dans un contexte familial. C'est vrai, pour le coup, c'est vrai que là, l'apprentissage a un rôle important parce que quand on imagine le métier de boulanger, quand on n'a pas du tout de famille de boulanger, les premiers pas dans le métier sont extrêmement importants. Donc ça passe évidemment par l'école et aussi par le maître de formation, le maître d'apprentissage, l'entreprise. Donc ça, c'est primordial. Moi, c'est vrai que j'ai grandi dedans tout le temps, donc je savais à quoi m'en tenir. Mais bon, aujourd'hui, le métier, effectivement, est dur parce qu'il y a des horaires assez compliqués. Mais bon, on a aussi des outils qui nous permettent quand même de simplifier un petit peu la tâche. Puis de proposer des beaux produits, quand on voit que les gens sont contents, forcément, c'est du bonheur. Hein. Ah non, mais ça, mais il faut être passionné. Combien de temps, monsieur, je reviens vers vous, Dominique, Descamps, combien de temps il faut pour se former au métier de la boulangerie? Alors, si on est un jeune, donc le métier de base, bien sûr, c'est le CAP, c'est en 2 ans. 2 ans CAP, 2 ans CAP, sauf si on est déjà diplômé. Et ça, c'est une évolution donc, du recrutement dans les centres de formation. On a de plus en plus de jeunes issus bac ou bac plus et qui décident de changer complètement d'orientation. Là, on peut faire un CAP en 1 an. Si on est un adulte, là, il y a des durées variables. Chez nous, c'est de 11 semaines à plusieurs mois. Donc, en fonction du temps dont disposent les gens, et donc la personne, dame en reconversion, donc je ne sais pas sur quelle durée elle est en formation, mais ça peut donc être variable. 9 mois. 9 mois. Voilà. Donc, c'est une des durées effectivement les plus longues qui peut être proposée dans les différents centres de formation. Ça peut être cher en reconversion, ça a un coût? Alors, élément important pour les jeunes, il faut rappeler qu'en apprentissage, c'est gratuit. D'accord, donc ça c'est très important de le rappeler. Et pour les adultes, bien sûr, ça dépend des différents centres, hein, mais chez nous, c'est entre 7 et 11 000 euros pour une formation boulangerie selon la durée. D'accord, très bien. Mais il y a toujours des possibilités de financement. C'est ce que font la plupart des gens, soit par le congé individuel de formation ou ce type de financement. Très bien. Eric Westhofer, vous êtes donc boulanger. Vous avez donc une boulangerie en Floride, aux USA. On va parler avec vous de l'évolution du savoir-faire des Français à l'international. Voilà, donc moi je travaille avec Jérôme Bocuse. On représente la maison Bocuse et la France aux États-Unis. On est dans le parc d'attractions Disney World, on est à Epcot. Donc on est un peu un centre, on a un restaurant, une brasserie, on a un restaurant un peu plus soigné, Monsieur Paul. Et depuis 2 ans, on a ouvert la boulangerie-pâtisserie, où on fait tous nos pains nous-mêmes, ce qui est très unique sur le contexte de Disney. On essaie vraiment d'initier les gens au pain. Parce qu'il faut savoir, aux États-Unis, le pain, c'est pas la même culture. On mange pas du pain comme on mange du pain en France. Il y a aussi une petite histoire intéressante. Vous savez pourquoi les Américains mangent ce pain mou de pain de mie? C'est au départ, fin 1800, début 1900, tous les pains étaient pétris à la main. Dans des sweatshops, si vous voulez, c'était pas très hygiénique. Et il y a eu ce mouvement hygiéniste qui a dit il faut qu'on fasse les pains un peu plus propres, un peu plus. Et donc le seul moyen à cette époque-là de faire les pétrins, c'était des gros pétrins industriels avec la vapeur, ces choses-là. Donc c'est parti vers des usines de production. On a fait le pain et on a dit on va être encore plus propre, on va les emballer. Donc on a commencé à emballer le pain et le pain, pour quand il est emballé, le seul moyen de voir s'il est frais, c'est de le presser. Donc on a fait des pains qui... Enfin, ils ont fait... Non, j'étais pas là. Pas nous. Hein. J'étais pas là. Ils ont fait des pains qui venaient de plus en plus mous. Parce que le pain, il est frais. Voilà, il est mou. Et en 1930, le pain était tellement mou que les dames à la maison, elles n'arrivaient plus à le couper. Ça partait, c'était... Donc on a inventé le pain tranché. Et c'est là où on est arrivé à cette culture de pain de mie, de pain mou, de pain tranché. Mais aujourd'hui, depuis les années 90, on a cette culture du pain qui est complètement à l'inverse. On repart vers le pain artisanal. Et justement, il y a quelque chose aujourd'hui qui n'existe pas beaucoup, c'est la formation aux États-Unis. Donc on voit beaucoup de gens self-taught qui s'apprennent eux-mêmes, qui se lancent en reconversion, mais par eux-mêmes. Ils vont dire, je vais faire le pain. Et ils apprennent par eux-mêmes. Il n'y a pas beaucoup de formation. Donc c'est vrai que quand on a des Français qui viennent, des boulangers français qui viennent aux États-Unis, nous on a eu la chance, on a ouvert notre boulangerie le temps passe vite, en janvier 2013. Oui. On a trouvé notre boulanger le 20 décembre 2012, donc 2 semaines avant, qui est un boulanger français.
Mais un boulanger français. Qui travaillait chez Ouais. Robuchon à l'époque à Las Vegas et qui venait de partir, qui voulait faire autre chose. Et on avait pour nous, on avait décroché le gros lot le jour-là quand on l'a localisé. Et surtout, le gros problème pour les Français, c'est d'avoir les papiers. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que c'est pas parce qu'on est boulanger français qu'on va venir travailler aux États-Unis. La filière est un peu plus compliquée. C'est pas aussi simple que ça. Mais quand on a trouvé ce boulanger français, on était super contents. Voilà, il est arrivé. Et ça se passe bien. J'avais posé quelques petits produits d'aide pour la boulangerie, ça rend pas, et il m'a tout jeté. On a dit non, on fait tout naturel. Et on est parti et depuis tout se passe. Et justement, comment est perçu le travail des boulangers français à l'étranger, d'après vous hein? Bon, c'est pareil. Vous dites l'étranger, moi je suis sur la Floride. Mais sur la Floride, je veux pas dire les justement, États-Unis parce que c'est grand. Votre ressenti on les aime bien. Ce sont des bosseurs qui sont formés, qui ont l'habitude, qui sont passionnés, qui ont l'habitude de se lever tôt. C'est vrai qu'on voit ça aussi dans les boulangers américains. On commence à le voir tout doucement, mais moins. Un boulanger américain, quand il se dit boulanger, c'est à travailler sur les terminaux de cuisson. On n'en trouve pas beaucoup des boulangers qui savent travailler le pain. On ne travaille pas de la même façon de toute façon. C'est vrai que d'avoir un boulanger français, c'est vraiment... C'est le top. Presque 100%, presque de dire, il n'y a pas de souci. C'est top qualité, quoi. Bon, c'est ça. Voilà. Quels sont il y a des équipements, des ingrédients, vous trouvez tout ce que vous souhaitez pour faire des fabrications à la française là-bas ou comment ça se passe hein? Au départ, c'est pareil. Moi, je suis parti aux États-Unis. Au départ, j'étais chef pâtissier. J'ai parti en 97. C'est vrai que quand on arrive, déjà les ingrédients sont un peu différents. On n'a pas forcément, même les œufs, le lait n'a pas forcément la même qualité. Donc on refait nos formulations et tout ça. On trouve tous les ingrédients de base, la farine, le sucre, même maintenant depuis le beurre, on le trouve assez facilement. Tous les produits un peu plus spécialisés, presque viennent tous d'Europe. Pareil pour l'équipement. Au départ, à force de gérer tous les équipements, on a beaucoup d'équipements français, on a du mal à faire maintenir. Donc j'essaie de trouver des équipements américains pour faire le pain. Il n'y a pas de secret. Si vous voulez faire du pain français, il va falloir faire des équipements français ou européens pour trouver. Mais ça apporte toujours des inconvénients, surtout de maintenance. Justement, Guillaume, alors tout à l'heure, on disait, vous voulez pas venir en Floride un petit peu avec nous, mais qu'est-ce que vous en pensez vous connaissez un petit peu la façon de travailler là-bas En Floride, non. Non. Je suis jamais allé aux États-Unis pour travailler. Oui. Par contre, j'ai déjà travaillé dans un autre pays. J'ai travaillé en Norvège et en Belgique. En Norvège où j'ai vécu 2 années. Moi, je trouve qu'avoir une expérience à l'international pour un boulanger, c'est extrêmement enrichissant. Surtout que le pain passe les frontières, donc on retrouve du pain partout, des façons de travailler le pain de différentes manières. Quand on nous demande qu'est-ce que c'est que le bon pain, pour moi le bon pain c'est le pain que l'on aime, et on aime du pain à travers le monde. Donc en Norvège, ils ont une habitude alimentaire différente pour consommer le pain que nous on l'a. Ils aiment le pain différemment, mais ils aiment le pain, donc ça veut dire qu'il faut s'adapter à leurs habitudes. Bien sûr. Et le boulanger français, quand il traverse la frontière, il doit réaliser le produit qu'aime le peuple, qu'aiment les habitants sur... Oui, on n'est pas là non plus pour changer leurs habitudes alimentaires. Mais on peut peut-être... est-ce que du coup, on s'adapte et puis on propose aussi des choses à la française ou des choses que l'on aime Oui, il faut s'adapter. Avant que nous fassions cette boulangerie où on faisait tout nous-mêmes, nous avions une ancienne boulangerie, c'était tout petit laboratoire, on ne faisait pas grand-chose et on avait ce Napoléon qui était réputé, mais que nous ne faisions pas nous-mêmes. Le jour où on a pu faire le millefeuille nous-mêmes, avec notre crème pâtissière, notre pâte feuilletée, on a un peu une révolution. Les gens avaient l'habitude de l'ancien qui était un peu plus américanisé. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas tout changer. Je connais beaucoup de Français qui sont partis à l'étranger, qui sont arrivés, je suis français, on va faire une boulangerie aux États-Unis. Et ça ne marche pas comme ça. Oui, le rêve américain, c'est pas que ça non plus, quoi. Non, c'est pas évident. Et, des fois, on nous reproche d'être un peu trop américanisé, entre guillemets, mais non, mais de nouveau, ça évolue, mais ça évolue très lentement. Pour les États-Unis, c'est un grand pays, on voit beaucoup de monde, et il faut apprendre, il faut être patient et y aller pas à pas. Dominique Descamps, vous avez des jeunes, vous proposez des stages ou
pour aller à l'étranger? Ça se passe comment? Si vous voulez, nous, en ce qui concerne les jeunes, donc on a la chance donc, des centres de formation d'apprentis sur Paris avec le Conseil régional Île-de-France. Et chaque année, on envoie nos apprentis à l'étranger. Et cette année, donc, on a fait un séjour en Chine, à Shanghai, et également à Pékin. Et là, on s'est appuyé sur notre partenariat avec les Grands Moulins de Paris qui ont créé l'école. Et on a également donc, profité du salon de Shanghai pour emmener nos élèves. Donc ça, c'est très important pour nous, effectivement, de dire aux jeunes, attention, profitez des opportunités que représentent vos métiers. Gontran est un bon témoignage de ça. Et donc, c'est effectivement important de jouer cette carte internationale pour les futurs boulangers. Ça leur a plu, du coup certains reviennent, ça crée des envies derrière, absolument. Pour certains d'entre eux, c'est le premier voyage en avion. Alors là, c'est la découverte d'un autre continent. Et c'est surtout la découverte de tout ce que peut offrir le métier qu'ils ont choisi. Et c'est vraiment une révélation, là. Et donc, effectivement, c'est une excellente expérience et qu'on renouvelle. Oui, j'imagine. Vous voulez rajouter quelque chose, peut-être? Oui, nous... Allô, ouais, voilà. Nous prenons beaucoup de jeunes de France. On a un programme. Oui. Donc, si vous venez dans le restaurant, vous êtes servi par des Français. Nous avons à peu près 180 personnes qui viennent tous les ans, 180 jeunes qui viennent tous les ans avec une rotation permanente. Et on prend aussi des boulangers. En ce moment, on en a 2 qui viennent pour 10 mois. Malheureusement, les visas sont un peu durée limitée. Mais ça leur ouvre des horizons. D'ailleurs, là, on en a un qui a dû revenir, qui rêve de revenir chez nous aux États-Unis. Et on essaye de l'aider, c'est le problème des visas. Mais on en a aussi qui se marient, des fois, qui restent. Mais on leur ouvre la porte et ils voient quelque chose de nouveau. Bien sûr. La boulangerie devient également un lieu de vie. Donc là, je me tourne vers vous, Thierry Chiesa. Vous êtes donc directeur des boulangeries Kaiser à Paris, mais également à l'étranger. Exactement. Exactement. Donc là, c'est vraiment le cœur du sujet. Pourquoi un lieu de vie? Qu'est-ce que vous diriez sur l'évolution de la boulangerie, vous, en France? Déjà, la boulangerie en France, moi je suis dans le métier depuis 1996 et c'est vrai qu'elle continue à progresser. D'abord, en nombre, elle reste plus ou moins stable, mais en qualité. En qualité, elle progresse. Et on en parle de plus en plus. En qualité à la fois des produits qu'on présente et en qualité des magasins qui ont également énormément évolué. Donc c'est une bonne chose. Et puis aussi cette capacité aujourd'hui qu'a la boulangerie française à s'exporter. Ça, c'est comme on l'a dit, aujourd'hui, on peut dire que la boulangerie devient un ambassadeur dans le monde. Comme on a aujourd'hui les produits de luxe, on a maintenant la boulangerie, d'une certaine manière, qui représente bien la France. Et ça, on en est fiers. On peut dire que la boulangerie suit la pâtisserie, parce que la pâtisserie française s'exporte beaucoup. Nos chefs partent à l'étranger pour promouvoir... Énormément, oui. Le pain, maintenant, on est aussi également aux États-Unis, à New York. C'est bien, ça. On a une vraie... Aujourd'hui, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir les Américains apprendre à manger une baguette. Vous voyez, on parlait tout à l'heure du pain de mie, mais aujourd'hui, ils apprennent à manger, à croquer la baguette, à la déguster, différemment, à songer leur consommation alimentaire. Évidemment, pour l'instant, à New York, c'est un peu différent des États-Unis en général, mais c'est quand même intéressant de voir une autre façon de consommer un produit et donc d'exporter un nouveau modèle pour, à l'international. Donc ça, c'est très, très bien. Concernant la boulangerie comme lieu de vie, il faut dire qu'aujourd'hui... oui, la boulangerie devient un lieu de vie. Les maisons Eric Kayser représentent bien cet espace aujourd'hui. Alors évidemment, c'est dû à une évolution des modes de consommation. Aujourd'hui, le consommateur, il cherche à la fois, et c'est assez original, la tradition, ce côté tradition qu'on retrouve dans nos produits, dans le côté nature des ingrédients, le côté brut des produits. Donc la baguette de tradition a bien fait avancer les choses, mais il y a aussi ce côté pragmatique. Aujourd'hui, le consommateur, il a de moins en moins de temps de consommer, il passe le temps, il est très actif. Quand il n'est pas actif, il aime le loisir. Et donc, quand il consomme, il faut que ce soit pratique, pragmatique, rapide. Et en même temps, on est dans un conflit de génération entre des personnes qui vieillissent, puisque on a aujourd'hui, j'ai amené quelques chiffres qui sont intéressants. En 2050, on aura plus de... Les personnes qui auront plus de 60 ans représenteront un tiers de la population. Oui. D'accord. Et en même temps, on a 15% de la génération Y qui va devenir active dans les prochaines années. Génération Y, c'est-à-dire une nouvelle génération qui sont beaucoup plus zappeurs, etc. Et donc, on a ce conflit de génération qui est intéressant où, finalement, les gens se retrouvent dans ce qu'on appelle le bon moment de partager. Donc tradition, pragmatisme, bon moment à partager, ça on le retrouve dans un lieu de vie qui est la boulangerie, où à la fois on a
ce côté traditionnel des produits qu'on retrouve, le côté pragmatique où on vient se restaurer. Aujourd'hui, c'est pas qu'une baguette qu'on achète, un pain spécial, c'est un sandwich, c'est une composition à la base de pain, c'est énormément de choses, une fougasse, un pain garni, une tourte de meule. Enfin, on a énormément de possibilités de faire de la restauration rapide et donc de varier les plaisirs. Et est-ce que justement, alors, comment on éduque? Est-ce qu'on éduque nos enfants? Est-ce qu'on achète du pain parce qu'on a mangé du pain à la maison avec nos parents, nos grands-parents, ou il y a une vraie éducation? Parce qu'effectivement, en Gontran, vous aussi, hein, vous faites du pain. On fait du pain et traditionnel aujourd'hui dans la plupart des boulangeries, même si elles sont des plus modernes, on trouve tout ce qui est traditionnel. Et puis, il y a ce qu'on a vu avec la boulangerie de demain. On essaye d'aller vers des choses complètement un petit peu folles des fois, où on essaye des nouvelles choses. Donc, on a les deux thèmes. Et comment on amène les jeunes là-dessus, hein? Merci. Alors, comment on amène les jeunes là-dessus? Alors ça, c'est une très bonne question. Déjà, en fait, je pense que on a la chance avec la boulangerie que la boulangerie parle à tout le monde et que, quel que soit l'âge, on a tous une Madeleine de Proust. Donc, on a tous vraiment un souvenir assez fort lié à ça, aussi bien l'odeur qu'on peut avoir dans les boulangeries, C'est vrai. le pain au chocolat qu'on allait chercher avec papy ou mamie dans la boule. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui nous rattache à cette culture-là du pain. Et donc, après, on a la chance aussi aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est que la boulangerie a une image forte. Oui. Elle prend un peu plus de place en télé. On en parle, c'est un peu plus séduisant. Enfin, c'est important. On éduque? Oui, bien sûr. Et puis, alors à côté de ça, il y a effectivement l'apprentissage du métier de manière générale. Les enfants, maintenant, on leur explique aussi, vraiment, comment est-ce qu'on fabrique, d'où vient le blé, la traçabilité. Enfin, c'est une vraiment notion globale. Et c'est vrai que maintenant, l'image de la boulangerie est vraiment forte. Donc ça nous fait du bien à tout le monde. Et puis même pour les enfants, c'est primordial. Mais vous êtes un vrai ambassadeur en même temps, vous êtes jeune, vous êtes ambassadeur, et c'est vrai que ça fait du bien aussi d'avoir des gens comme vous qui mettez en avant justement peut-être la boulangerie, comme ça ça nous donne, les consommateurs, ça nous donne envie forcément. En fait, il y a deux choses. Il y a d'abord des ambassadeurs, parce qu'il faut toujours des images, à qui on des s'identifie leaders, forcément, comme Gontran, comme Monsieur Eric Kayser, qui poussent d'une certaine manière à la fois les boulangers à aller vers un avenir, à se projeter dans ce métier, se projeter dans les opportunités que ça représente, et en même temps, ce sont des ambassadeurs pour représenter le pain, pour donner envie aux consommateurs de continuer à consommer du pain, et du bon pain. C'est ça la force, c'est qu'on a su, grâce à nos ambassadeurs comme Gontran, comme M. Kayser, à donner envie, et d'autres, à donner envie à reconsommer davantage de pain, à aller dans ces lieux de vie, à partager ces moments autour du pain. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, si vous regardez, l'évolution même du magasin a changé. Ah oui, complètement. Il a changé. Le flux, la façon dont on circule dans un magasin n'a rien à voir avec les magasins d'antan. On a plus ce côté comptoir pur avec une vitrine. Voilà, on a une espèce de liberté d'action dans le magasin qui est différente, où on partage plus, on est plus en contact. Puis on vient d'abord, on déguste avec les yeux quand on vient dans vos est maisons la meilleure respectives. la meilleure On ne sait décoration du pas magasin. vers où aller tellement il y a de jolies choses avant de les avoir goûtées. Et l'avantage aussi, c'est un métier de passion. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est encore un grand métier de passion. Les boulangers, vous disiez tout à l'heure, oui, ils font beaucoup d'heures. Partage, passion. Voilà. Ils font beaucoup d'heures. Mais en fait, ils font pas beaucoup d'heures parce qu'ils veulent faire beaucoup d'heures. Ils font beaucoup d'heures parce que c'est de la passion. Ouais, un boulanger, moi j'en vois beaucoup, évidemment, on travaille tous les jours. Un boulanger, quand il n'a pas fini, il continue. Quand c'est pas réussi, il refait. Vous voyez, c'est cette passion du métier. C'est pas je produis du pain pour produire du pain. Il veut aller jusqu'au bout de ce qu'il fait et bien le faire. Et ça, c'est cette force dans ce métier qui fait qu'aujourd'hui, on a des passionnés dans la boulangerie. Et cette passion, elle transpire dans les produits et les consommateurs le ressentent. Chaque mois, dans les maisons Kayser, il y a un nouveau pain qui est proposé. Je ne me trompe pas, vous changez. Et puis, c'est 60 variétés qui existent. C'est une demande des consommateurs, où vous allez, on est dans la boulangerie de demain, vous allez, vous, au-devant de ce que veulent les consommateurs, vous provoquez l'envie, de toute façon, peut-être aussi, non? Alors, premièrement, on provoque l'envie. Je pense que dans tous les magasins... comme dans la mode, en fin de compte. Exactement. Il faut, comme on dit, animer un magasin, proposer, ne pas laisser une offre... constante, d'une certaine manière, donner de la variété. Alors, on dit des pains, mais on a aussi une offre chaque mois de sandwich,
de salade, de pain, etc. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis surtout, le deuxième point, c'est aussi un vrai suivi des tendances. Nous, on suit énormément les tendances de consommation, que ce soit les tendances de consommation sur la transparence, ce qu'on appelle ça des clusters, c'est-à-dire tout ce qui permet de savoir où il faut aller, comme la transparence des produits. Évidemment, on a lancé, par exemple, le pain sans gluten dans les boulangeries. C'est un vrai succès. On a un succès énorme aujourd'hui, dont on a des consommateurs qui traversent, entre guillemets, Paris pour aller acheter un pain sans gluten dans une maison caissière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé, on a un vrai besoin, transparence des ingrédients, on a aussi tout ce qui est métissage culturel. On est de plus en plus dans une société métissée et on sent aujourd'hui le mélange des ingrédients. Vous voyez, des ingrédients indiens, des ingrédients différents. On mélange les ingrédients dans ce qu'on fait. On n'est pas que, on a un pain au curcuma par exemple. On est sur quelque chose qui est une base plus douce, mais qui est très intéressante, qui n'est pas du pain traditionnel, mais qui apporte une différence de goût, de variété, de couleur. C'est très jaune, voilà, etc. Donc ça, c'est intéressant. Le métissage. Donc on suit les consommations, on suit les tendances, parce que le consommateur achète aussi ce qui lui convient. Hein. C'est pas uniquement pour se faire plaisir. Hein. Bien sûr que non. Et on parlait tout à l'heure, effectivement, de communiquer, très important. La Maison Caser est très Twitter, hein, je crois. On est très Twitter, très Facebook, très Instagram. Oui, on en parlait avec le premier débat tout à l'heure, mais ça permet on a énormément d'outils d'Internet et de connectiques parce qu'on a aussi des consommateurs qui sont dans le monde entier. Hein. On va du Japon aux États-Unis. Donc on a besoin aussi de consommer de manière, entre guillemets, uniforme dans nos magasins. Et donc, selon les pays, c'est assez original, selon les pays, on n'utilise pas obligatoirement tous les mêmes modes de connexion. C'est-à-dire, par exemple, la France est très Facebook et les États-Unis sont très Twitter. Vous voyez, donc c'est assez intéressant. Donc, on n'utilise pas obligatoirement les mêmes modes de connexion Internet, de réseaux sociaux, entre guillemets, selon les pays. Vous voyez, donc on est obligé de s'adapter. Finalement, on a des vecteurs communs dans tous les réseaux. Et vous diriez que c'est plus les hommes, les femmes qui achètent le pain c'est mix Alors, parce que pareil, on parle un peu de mode, mais voilà, aujourd'hui les femmes achètent beaucoup, hein, que ce soit le vin de plus en plus, et puis on est très attirés. Alors je parle pour moi, mais je pense que je représente quand même quelques femmes. On aime bien que ce soit joli, forcément, quoi. Alors. En France, c'est assez mixte. Mais en Asie, moi, je suis implanté sur une partie de l'Asie. Oui. Et c'est vrai qu'en Asie, c'est beaucoup de femmes. En tout cas, notamment au Japon, ça, on peut vraiment le vérifier. Il y a beaucoup de femmes. C'est pas les mêmes modes de consommation, c'est-à-dire qu'ils prennent plus de temps. Ils s'installent. Moi, dans mes boutiques, dans 99% de mes boutiques, on peut s'installer, se restaurer, lire la presse étrangère, écouter de la musique, etc. Donc pareil, on est aussi dans le lieu de vie chez vous. Le lieu de vie, pour moi, c'est vraiment important parce que c'est un moment qui doit marquer sa journée, c'est un moment de relaxation si possible, c'est un moment de plaisir en fait. Ça, c'est très important. Alors, en fonction des pays, évidemment, il y a des personnes qui achètent, qui ont plus de temps que d'autres pour acheter. Et c'est vrai qu'en Asie, en tout cas principalement au Japon, c'est beaucoup les femmes. À Singapour, c'est beaucoup les hommes, mais il y a très peu de ventes à emporter. C'est beaucoup de restauration sur place, beaucoup d'instants. Et ensuite, en Corée, tout ça, c'est pareil, beaucoup de femmes, beaucoup d'étudiants. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. En fait, les hommes passent beaucoup de temps au travail en Asie. Et donc les femmes prennent davantage de temps pour consommer, c'est comme ça que ça fonctionne, donc on le vérifie vraiment. Très bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs? Moi, je voulais parler par rapport à la valorisation du boulanger. Oui. Donc au départ, moi je travaille pour Paul Bocuse. Oui. Paul Bocuse a été quand même le premier chef à sortir de la cuisine, sortir du trou derrière. Paul Bocuse qu'on salue. Voilà. Et le boulanger, c'est pareil. De plus en plus, il sort. On a les fours qui sont devant en vitrine. Ça, c'est vrai. On en a parlé tout à l'heure, mais ça, c'est vrai. De plus en plus. Chez nous, le four, il est devant. C'est la première chose que vous voyez quand vous entrez dans le magasin. Comme aujourd'hui, sur notre espace. Ouais, voilà. On voit les boulangers travailler en live. Maintenant, on a des noms de boulangers. Maison Kaiser. Je suis pas trop. Enfin, je vous ai vu à la télé. J'ai regardé un peu des États-Unis. J'ai suivi un peu, mais je sais pas comment vos boutiques s'appellent. Mais on reconnaît le boulanger par le nom. Donc c'est quelque chose quand même
très bien pour le boulanger de valoriser ce métier. C'est pas que le gars qui descend en bas au 3e étage en sous-sol. Oui, peut-être qu'avant, si on avait tendance à avoir tous le même nom pour une boulangerie, un peu comme dans les tabacs, peut-être, non? Non, mais c'est vrai, c'était un peu les mêmes noms qu'on retrouvait. Là, aujourd'hui, il y a une vraie identité, quoi. Et ça vous permet de communiquer, d'être encore plus fort, de toute façon. C'est un produit, une identité, une valorisation du métier. Et de nouveau, permet d'exprimer la passion. Parce que c'est bien, quand on est passionné, d'être connu. Et bon, vous avez des métiers, on a des métiers qui sont durs, qui sont pas forcément, qui sont des fois un peu ingrats. Et c'est vrai que des fois, ça fait plaisir d'être connu et d'être apprécié. On est là pour faire plaisir aux gens. Et ça fait plaisir. Ils nous le rendent bien. Ah, ça c'est bien alors. Oui. Ça vous donne envie de continuer comme ça, hein, encore et toujours. Hein. Oui. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Est-ce que vous voulez intervenir? Non. Tout est clair. Ils sont terrorisés, on leur fait peur. Non, vous n'avez pas peur, bien sûr que non. Je voulais juste ajouter une petite chose. On parlait des femmes. Je voudrais quand même mentionner la féminisation du métier. Ah, ça c'est intéressant. Ah oui, parce qu'on a de plus en plus de femmes qui viennent se former chez nous, non seulement pour être la boulangère au sens traditionnel, mais surtout pour être la patronne. On n'est plus mais que la femme du boulanger. Donc c'est le boulanger qui devient l'époux de la boulangère. Hein. Donc je veux dire par là que les femmes entrent dans le fournil avec beaucoup de succès et surtout donc deviennent des chefs d'entreprise en boulangerie. Ça c'est important. Vous avez des femmes tous les deux dans vos boutiques respectives? D'ailleurs, je soupçonne Dominique de m'envoyer toutes les apprenties femmes, parce que j'ai beaucoup d'apprenties femmes. Chaque fois que je vois une femme apprentie chez nous, je dis vous venez d'où? Elle me dit de l'école de boulangerie de Paris. Donc je me dis oui, non, en fait, je plaisante, mais c'est vrai, on a de plus en plus de femmes dans le métier. On en est très fiers parce que ça apporte une autre dimension. Parce qu'au départ, c'est un métier qui est très physique, il faut reconnaître. Mais comme l'a dit Gontran, on a aussi aujourd'hui des matériaux, des moyens techniques pour favoriser le travail, pour rendre des choses plus simples. Mais en même temps, on a une féminisation qui est intéressante, qui apporte autre chose, une autre touche. Et je pense que c'est ce bon équilibre partout dans tous les métiers qui est intéressant. Voilà, je pense que c'est aussi un bon moyen de continuer à exporter et de donner envie à des jeunes de rentrer dans le métier. Et nous, on a besoin de jeunes qui ont envie. Voilà, et les femmes ont autant envie que les hommes. Hein. On dit que c'est des métiers de partage et on donne un petit peu, vous demandez justement aux jeunes leur avis, ça se passe comment Alors je suppose que c'est vous qui décidez évidemment parce que on est d'accord, mais est-ce que de temps en temps ça arrive qu'il y ait des bonnes idées Le partage se fait également dans le fournil? Nous, on fonctionne par un comité innovation où en fait les boulangers ont le droit de s'exprimer, entre guillemets, ils s'expriment, ils nous font des propositions et chaque mois on en retient une et on travaille avec M. Kayser sur les propositions faites, on regarde. Sympa, ça. Oui, je pense que c'est comme ça, c'est s'exprimer. C'est une belle valorisation aussi de l'employé. S'approprier l'envie de partager la passion. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième aussi qui est très intéressant chez Maison Kayser, c'est que beaucoup, quand ils rentrent dans Maison Kayser, ils disent est-ce que je pourrais partir à l'international? Voilà, parce qu'il y a aussi ce côté-là qui est intéressant, on en revient. Voilà. Et c'est vrai qu'on a cette chance dans notre... Mais c'est vous qui leur donnez le goût, hein. Vous les amenez voyager, après ils ont envie de voyager. Exactement, et c'est ça qui est extraordinaire, parce que ce métier, il peut se faire partout dans le monde. Voilà, et ça, et on leur amène cette opportunité-là. Donc passion, possibilité de s'exporter... envie de faire des bons produits, capacité à écouter et en même temps proposer, ben voilà, les boulangers sont heureux et les boulangères aussi. Ben c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, en tout cas, ça, les jeunes prennent vraiment conscience de ça. C'est depuis peu de temps, hein, quand même. Hein. Depuis peu de temps, on a les jeunes qui viennent nous voir et nous disent « Ok, on voudrait bien travailler pour vous, partir à l'étranger, ça peut nous intéresser, etc. » Donc c'est sympa parce que c'est vrai que c'est un métier qui effectivement on peut tout réaliser avec ce métier. Donc on peut l'exercer de maintes et maintes manières. Et après évidemment pour revenir sur ce que l'on disait tout à l'heure, c'est vrai que la liberté d'expression elle existe et que les gars chez nous, quand je dis les gars c'est un terme générique pour dire notre personnel évidemment s'exprime, a des idées et c'est hyper important pour nous de les écouter et ce que j'aime aussi c'est avoir un peu tous origines parce que c'est aussi intéressant la mixité et aussi bien culturelle que homme-femme quoi. Donc c'est vraiment ça c'est hyper important aussi pour moi. Par rapport à l'étranger, aux États-Unis, j'ai ramené aussi quelques chiffres. Je peux vous dire que de 98 à 2003, les ventes de pain artisanal ont augmenté de 23%. Donc c'est quand même, et chaque année maintenant ça augmente de 5 à 7%. Aussi quelque chose, en France, il y a à peu près 32 000 établissements de boulangerie. 32 000 boulangeries. Et aux États-Unis, il y en a 8 000 pour 5 fois plus d'habitants. Ah oui, ouais. Donc... il y a du boulot, c'est ça, hein? Il y a du futur. Qui veut aller travailler en Floride? Qui?
Oui, mais comme je dis, c'est pas évident. Non, c'est pas évident, c'est pas vrai. évident, mais il y a du futur. Mais il y a du futur, et évidemment, hein, sans changer complètement leur façon de faire. Qu'est-ce que vous en pensez? On va voir un petit peu où ils en sont, nos boulangers, là. Vous me suivez? Prenez les micros, comme ça vous pourrez intervenir. Alors, comment ça se passe, hein, Guillaume? Ça rappe? Qu'est-ce que vous nous préparez, là? Alors, moi, je vais me mettre de l'autre côté. Alors là, on est sur la préparation du lunch, hein, Guillaume. Qu'est-ce que vous allez nous préparer, là? Là, on est sur la gaufre, croque-monsieur avec une gaufre. Donc voilà, donc là, je râpe le gruyère avec du comté. Donc ça va donner un tout petit peu de goût. L'idée de mélanger donc la gaufre sucrée avec en croque-monsieur, ça permet d'avoir un mélange sucré-salé qui est très facile à faire. À la maison, tout simplement. Je trouve que ça donne un petit peu d'originalité, que ce soit pour l'apéritif ou que ce soit pour le déjeuner. Voilà. En tout cas, moi, ma compagne en est friande, donc du coup, j'ai été dans l'obligation de le faire aujourd'hui. Voilà. Ah oui, vous n'avez pas le choix. Alors nous, on va forcément adorer. Ensuite de la gaufre, on a donc un burger sans gluten? Oui, tout à fait. On a pétri le pain burger ce matin. Donc on fait un pain burger à base de farine de maïs et de farine de riz. Oui. Donc on fait un petit burger minute, c'est-à-dire que on pétrit rapidement la pâte, on met directement au moule, une demi-heure d'après, ça veut dire une demi-heure de fermentation, four très chaud, et tout de suite on va cuire une galette de pain burger sans gluten. Donc ça donne quelque chose de moelleux, ça va ressembler un petit peu au jaune du pain burger. Donc je vais le garnir comme un burger normal. Voilà. En fait, moi ce que j'ai eu comme certaines réflexions, en tout cas de personnes qui ne peuvent pas manger de gluten, qui me disaient moi j'aime le pain, j'aimerais manger du pain, sauf que je suis allergique au gluten, je ne peux pas manger du pain comme ça. Et je me suis dit, c'est dommage qu'il ne pourra pas manger un bon burger avec une bonne viande, avec une bonne salade, avec des belles tomates, avec quelque chose de vraiment très très généreux. Tout ça à cause du pain qui forcément contient du gluten. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir proposer quelque chose pour tout le monde, tout en restant dans l'idée du burger, tout en restant sur une viande généreuse, etc. Mais avec un pain qui soit un petit peu plus adéquat. Voilà. Et le faire à la minute, ça permet aux entreprises voilà, c'est une petite recette sympa. Ça permet et aux entreprises et à la maison surtout de pouvoir fabriquer. Une idée de votre compagne ou pas? Non, pas celle-ci. Pas celle-ci. Très bien. Et la troisième réalisation, on sera sûr? Alors, la troisième réalisation, donc je fais une tartine de pain. Avec du pesto, des tomates, encore une fois des tomates, mais des tomates fraîches, de la mozzarella et un petit peu de basilic. Moi, je pense que le boulanger, il doit répondre forcément à la demande, forcément aux problématiques nutritionnelles. Donc, c'est l'idée d'avoir fait un sans gluten, pardon, donc via le burger. Parce que on est aujourd'hui, donc là c'est pour la boulangerie de demain. Demain, on doit penser aux clients qui ne pourront pas manger sans gluten, etc. Mais également, le boulanger, sa matière première, c'est le pain. Et le pain, c'est un bon pain, bien cuit, pour moi en tout cas, un bon pain de campagne, une belle tartine de campagne au levain, des jolies tranches. Donc voilà, moi c'est également un souvenir d'enfance, j'avais envie de rappeler ça. Ça peut être quelque chose de très simple pour un boulanger, une belle tartine de pain de campagne, avec des légumes frais du producteur. Voilà, mettre en valeur les matières premières du producteur, qui soient régionales ou qu'on puisse retrouver sur des marchés ou autres, par une belle tartine de pain. Moi, c'est un souvenir d'enfance parce que mon grand-père était boulanger, mon arrière-grand-père était meunier, donc j'ai ça depuis que je suis tout petit. Donc voilà, j'avais envie également de dire que le boulanger, pour le midi, on peut faire quelque chose de très simple, très bon, avec une bonne tartine de pain. Super, en tout cas, Oui. ça Oui, a l'air très très bon tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que va nous réaliser nos boulangers?
Écoutez, bon, déjà, bravo pour votre travail, parce que évidemment, c'est toujours impressionnant. Moi, j'adore de regarder et apprécier. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, à travers les 3 exemples qu'ils donnent, on a traduit complètement ce qu'on est en train de dire sur les tendances de consommation. Vous avez à la fois le burger sans gluten, quelque chose qui est très tendance, mais qui est aussi un mode de consommation, mieux vieillir, manger mieux. Il n'y a pas que les allergiques au sans gluten aujourd'hui qui veulent des produits sans gluten. C'est ce qui est très intéressant. Hein. On a beaucoup aujourd'hui de consommateurs qui veulent du sans gluten parce que le gluten apporterait d'autres méfaits, voilà, etc. Bon, oui, puis ça nous permet de découvrir aussi d'autres produits qui sont très très bons, comme le maïs, le sarrasin. Exactement. Voilà, aujourd'hui, par exemple, on fait 6 ou 7 variétés de pain sans gluten chez Maison Kayser. On fait des cookies, on fait des cakes, on a une variété extrêmement importante. Deuxième point, c'est le sucré salé. Ça, revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, tout ce qui est tout mixité. La mixité dans la consommation, le métissage, comme parlait Gontran. Ce côté sucré salé qui est très asiatique, très indien qui aujourd'hui vient dans la tendance de consommation française, mixer les goûts, c'est très intéressant. Et le troisième, la tradition, évidemment, le côté du boulanger qui met des tomates, du fromage sur son pain, qui est quelque chose que on se souvient, comme disait tout à l'heure aussi Gontran, le côté un peu la Madeleine de Proust, le souvenir, l'envie de retrouver ces traditions. Oui, ces 3 exemples, c'est très significatif de la volonté d'aller vers une tendance de consommation qui est celle de demain. Vous voulez rajouter, dites-moi. Moi, j'ai hâte de voir la gaufre. Ça me plaît bien. Je crois que vraiment, Guillaume, il va falloir qu'on parle après. Parce que je crois que ça aux États-Unis, ça va être quelque chose. On fait pas mal de fois monsieur. Ça me plaît bien. Ça vous plaît bien. Justement, on peut peut-être demander au public, lever les mains. Qui est allergique au gluten dans le public? Ça peut peut-être être intéressant. Une personne? Une personne. Bon. Oui, c'est pour ça aujourd'hui, la tendance est beaucoup plus forte que les réels allergiques. Hein. Aujourd'hui, 1/3 des consommateurs français se disent allergiques ou sensibles au gluten. Alors qu'en réalité, quand vous voyez dans les publics, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hein. Donc on a vraiment une vraie tendance. Mais peut-être qu'effectivement, en plus, on en avait parlé dans le premier débat, mais peut-être qu'on surfe un petit peu là-dessus aussi, ou on en parle un peu plus que... Peut-être. Peut-être, c'est possible. Oui, on en parle de plus en plus. Alors déjà pour les raisons, en tout cas souvent médicales, mais il y a aussi la mise en avant de nouveaux produits, de découvertes, et puis aussi encore une fois, on fait attention à la manière dont on se nourrit. Aussi bien sur le principe de traçabilité, de savoir d'où vient le produit, mais aussi une nouveauté qui nous fait du bien. C'est vrai que le sans gluten, on a quand même remarqué que d'une manière générale... Ce qui fait du bien au corps, de toute façon. Fait du bien au corps, donc ça, c'est une notion très importante et plutôt générale. C'est-à-dire que c'est pas qu'en France. Je pense que tu vois aussi, dans les pays étrangers, c'est aussi très très présent. C'est très fort. Mais moi j'ai une question. On avance en même temps, on discute et on va voir l'autre box. On revient vous voir. Hein. En faisant le sans gluten, parce que l'allergique, il ne peut vraiment pas avoir de gluten. Vous n'avez pas peur qu'il y ait un mélange dans vos laboratoires? Je sais pas, je sais que nous on a peur, on n'ose pas offrir. Soit c'est vraiment sans gluten et c'est emballé séparément. Alors moi à l'heure actuelle je ne fais pas de sans gluten pour cette raison. Voilà, c'est le problème. Donc c'est le problème. Pas du tout de sans gluten, pas du tout de. Je fais pas du tout de sans gluten pour cette raison-là. C'est sans ou alors c'est produit sans farine vous le dites non? Pour l'instant je prends pas le choix, je fais pas le choix de me lancer dans cette fabrication parce qu'il faudrait que j'isole. Voilà. Vraiment pour éviter les contaminations croisées, donc tout ça. Donc pour l'instant, je prends pas le choix de le faire parce que c'est bon. Il faut aussi, même si c'est une tendance, même si c'est, complètement. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir la diversité. On n'est pas, on fait pas tout pareil. Heureusement. Faire attention. Donc après, moi, je choisis d'autres farines, mais pour l'instant, je le mets pas en avant. Je mets pas en avant le côté sans gluten. Parce que le problème, je crois que c'est parti un peu des États-Unis, le mouvement sans gluten, un peu de la Californie, et nous, on en voit énormément. Mais tout de suite, ils nous disent, je suis allergique. Et je vais dire qu'il y a 95%, 19% qui ne sont pas des vraies allergies, qui sont plutôt un lifestyle, qui ont décidé de ne pas le manger. Et quand on dit allergie, ça fait peur. Ouais. Moi, j'ose pas le traiter le sans gluten dans nos laboratoires. Bah oui, surtout nos États-Unis, vous savez comment ça se passe. Et c'est là le problème, c'est comment gérer le sans gluten pour l'allergie, où on veut vraiment que ces personnes-là se fassent plaisir. Mais surtout ne soient pas malades. Et Dominique, alors bientôt une formation, non, sans gluten ou pas? Nous y pensons, effectivement, on est en train de travailler là-dessus, sur des recettes, donc pour voir comment on peut proposer ce type de formation.
Après, il faut reconnaître que Sans-Gluten est porteur aussi, avec aussi le changement de la loi INCO, Information Consommateur, qui met en valeur tous les allergènes maintenant sur les produits, même en boulangerie, sur les étiquettes. Hein. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est porté par ce côté allergène en général. On parle du sans-gluten, on peut parler aussi des œufs, on peut parler de la noisette, etc. On a un certain nombre de produits aujourd'hui où on met les consommateurs devant le fait qu'ils voient les ingrédients. Alors c'est bien parce que c'est plus transparent. En même temps, il faut aussi préparer ce changement-là de consommation. Et c'est vrai que c'est pas notre... Et c'est vrai qu'à Maison Kayser, on isole. Voilà, on a monté un laboratoire isolé parce que c'est vrai que les risques de contamination existent. Et donc, pour être sérieux sur ce métier, c'est isolé, double emballage. Enfin, c'est des choses qui sont qui sont contraignantes. Plus formation du personnel en boulangerie parce que c'est obligatoire. Donc il y a des formations spécifiques en boulangerie, on isole le laboratoire de fabrication parce qu'on est obligé. Hein, et on s'est fait aider d'ailleurs par un consultant spécialiste de la nutrition pour vraiment travailler ça, parce que c'est pas si simple que ça. Vous avez raison. Filtration, etc. Alors Thibaut, vous allez nous parler un petit peu, nous expliquer ce que vous avez préparé pour le lunch. Alors, je profite du moment pour rebondir un peu sur le sans gluten, parce que nous aussi on a un petit peu travaillé là-dessus. Donc, ce qu'on va vous proposer, nous, c'est un sandwich sans gluten, dont on a préparé les coques ici, là. Donc, on a essayé de trouver une alternative par rapport à l'aspect légèreté, un petit peu qu'on peut rencontrer sur les produits sans gluten, donc qui sont des produits assez lourds en général. Donc, on a rebondi un peu là-dessus, et puis on est parti sur une pâte à choux. Une pâte à choux sans gluten qui a l'avantage justement d'être assez légère. Et on a travaillé aussi sur les mélanges de farine pour gustativement apporter quelque chose d'agréable au consommateur. Donc ce sera aussi un sandwich végétarien, je dirais. Végétarien et local également. Donc avec que des produits qui ont poussé autour de chez moi, que je suis allé me procurer auprès de producteurs. Donc je vous présenterai ça dans un premier temps. Par la suite, je suis aussi penché sur le phénomène paysan boulanger. Je ne sais pas si certains ont déjà eu un petit peu ça aux oreilles. Et donc je vais vous présenter un pain, une boule, vous pouvez apercevoir ici, les autres sont au four, qui sont des variétés des blés de population, donc des variétés dites beaucoup plus digestes. Hein. Ce sont pas des variétés à proprement parler, puisqu'elles ont une variabilité un petit peu génétique, donc elles évoluent un petit peu dans le temps, mais elles sont au niveau nutritionnel, elles ont des grandes qualités, et un pain qui est préparé uniquement au levain, pas du tout d'ajout de levure, et donc avec un faible grammage de sel également, fermentation longue, voilà ce que je peux vous dire. Et puis il y en a le petit dernier, il est au four, donc pareil, encore une fois, un petit peu nutrition. Là, on va partir sur un pain complet avec, on s'est porté un petit peu sur la problématique des protéines, parce que le pain a la particularité, ou la céréale de blé, je dirais, de comporter 6 des 7, des 8 acides aminés, je dirais, essentiels à notre organisme. Et donc, vous verrez, j'ai apporté les deux autres par deux ingrédients, voilà, pour proposer aux consommateurs un produit complet dans tous les sens du terme. Voilà. Très bien. Ça vous inspire, messieurs, hein, ces trois réalisations hein? Oui, je trouve ça super intéressant de prendre toujours le contre-pied. Enfin, j'aime bien voir l'adaptabilité des boulangers justement par rapport aux contraintes techniques, et là notamment vis-à-vis de la pâte à choux. Je trouve ça très intéressant et j'ai vraiment hâte de goûter. Ouais, la texture, le produit d'une manière générale, et franchement, donc, vivement tout à l'heure. Très bien. Eh ben, on va applaudir déjà et nos boulangers et nos intervenants. Avec un débat, hein, c'était très riche comme débat, messieurs, hein, vraiment merci. Et puis donc, Gontran va vous donner le diplôme, s'il vous plaît, donc à Dominique Descamps. Hein. Ça change. Ah oui, ça change. Eric Westhofer, ainsi que Thierry Chiazza. Voilà, merci beaucoup hein, de votre participation à Pain & Co Masterclass. On est vraiment ravis hein, de vous avoir eu sur notre espace. Oui, merci à vous d'être venus. On vous souhaite une très belle journée. Nous, on va continuer avec un troisième débat sans tarder.
Alors restez avec nous, on va continuer sur un troisième débat. On va se réinstaller, je vais inviter nos prochains invités. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans le public, vous pouvez également intervenir tout au long de la journée. On remercie nos partenaires. Donc Bragard pour les vestes et puis regardez, hein, c'est comme c'est beau, hein, les moulins Foriché hein, qui sont partenaires officiels de notre journée, donc on les remercie. Alors pour le troisième atelier, hein, je vais demander à nos prochains... Quelqu'un a oublié son badge? Bah d'accord, on va attendre un petit peu. Alors on va attendre quelques minutes pour notre troisième débat que tous nos participants arrivent. Restez avec nous et on va aller faire d'ici 2 petites minutes de nouveau un petit tour du côté des boulangers. Hein.